monsieur l'ambassadeur, je ne suis pas capable de faire des miracles quand même. Je peux aider à faire en sorte qu'il y en ait. Et en particulier, c'est vrai, puisque nous avons évoqué tout à l'heure le Proche-Orient, j'avais écrit un article que j'avais appelé « L'utopie ou la guerre ». Et effectivement, si nous n'allons pas vers une solution utopique qui soit une confédération palestinienne, nous avons la continuation des conflits au Proche-Orient. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, effectivement, consiste à s'interroger sur l'utilité éventuelle d'un concordat avec l'islam en France. En réalité, permettez-moi de parler comme un ancien combattant, j'ai publié en 1987 un article où je proposais la mise en place d'un concordat en France avec l'islam. Si je vous rappelle cette date de 1987, c'est qu'elle est très importante dans la mesure où nous étions dans une époque où il n'y avait pas les tensions qui existent aujourd'hui. Et il n'y avait pas non plus cette présence médiatique un peu exacerbée de l'islam qui a démarré en Europe très précisément 2 ans après, en 1989, d'une part en France avec l'affaire du voile de Creil, et d'autre part au Royaume-Uni avec ces manifestations de Britanniques demandant à Madame Thatcher de censurer les versets sataniques de Salman Rushdie. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on a eu cette intrusion médiatique d'une tension liée à certains visages, je dirais, de l'islam. Donc cette proposition, elle était antérieure et elle était une proposition de sagesse qu'il aurait fallu d'ailleurs appliquer avant, justement, à mon sens, que les choses s'enveniment, ce qui a été le cas depuis. Alors pourquoi avais-je fait cette proposition? D'une part, en raison des réalités que je constatais à l'époque déjà et qui allaient se déployer par la suite, et puis en raison de la connaissance de l'histoire de France, parce que tout pays s'appuie sur une longue histoire qu'il est absolument nécessaire de connaître si l'on veut pérenniser cette concorde sociale dont vous parliez très justement, monsieur l'ambassadeur. Donc effectivement, il était clair qu'en 1987, les changements fondamentaux étaient apparus dans la géographie des religions en France, dans la mesure où des vagues de migration résidentielle avaient remplacé les vagues de Noria des périodes précédentes. Même s'il est vrai que les premières personnes de culture musulmane qui se sont installées en France, mais de façon périodique, sont arrivées à la fin du XIXe siècle, appelées par les grands travaux, et venant essentiellement d'ailleurs de Kabylie, la plupart de ces personnes étaient voués à rester temporairement sur le territoire de l'Hexagone avant de souhaiter eux-mêmes d'ailleurs retourner dans leur territoire d'origine. Ce n'est donc qu'à compter du milieu des années 70 que nous avons un changement significatif, même si ce changement a été un peu précédé par les vagues de Harki en 1962, qui installent donc des personnes de culture musulmane d'un nombre significatif sur le territoire de la République française. Et après ce milieu des années 74, nous allons avoir donc 2 vagues, en gros, pour simplifier. La première va concerner plutôt des Maghrébins dont l'arrivée dans l'Hexagone est plus liée d'ailleurs aux insuccès du développement dans les pays d'Afrique du Nord, et puis ensuite des vagues d'Afrique subsaharienne. Donc le résultat, c'est une présence de personnes de culture musulmane sur le territoire français, et ce changement, je dirais purement quantitatif, si vous voulez, ou du moins qu'on peut mesurer de façon quantitative, il se complète d'un autre élément, c'est que auparavant, même s'il y avait des musulmans en France,
c'était essentiellement des musulmans de nationalité étrangère. Le changement qui s'effectue en gros, là aussi, à compter des années 1970, c'est que nous entrons dans une phase post-migratoire, et donc la majorité des musulmans en France sont des personnes de nationalité française, soit parce qu'elles ont acquis la nationalité française, soit tout simplement parce que la nationalité française leur est attribuée en fonction du code de la nationalité, soit en raison du double jeu solide, soit tout simplement parce que ce sont bien sûr des enfants de France dès la naissance. Donc c'est dans ce contexte-là que je me suis interrogé sur le fait de savoir comment pérenniser donc la concorde sociale avec des Français issus d'une culture nouvellement présente sur le territoire de la République. Et donc j'ai revisité un peu notre histoire de France. Cette histoire de France, d'abord je voudrais dire un mot, parce que cela est peut-être oublié au cours du débat, c'est-à-dire penser que la séparation de l'Église et de l'État en France date de la loi de 1905 est une profonde erreur. L'histoire de France, ce sont des tensions permanentes entre les dirigeants de la France, et notamment les rois de France, et les dirigeants religieux. Je n'ai pas besoin de rappeler ce qui s'est passé au temps de François Ier, ce qui s'est passé au temps de Louis XIV. Donc c'est absolument une erreur de croire que ce problème de dualité entre le religieux et le temporel n'aurait fait l'objet d'un règlement qu'en 1905, alors qu'il a fait l'objet, je dirais, de consensus au fil de disputes périodiques, au fil des siècles. Donc dans ce contexte, la France, effectivement, a été amenée en 1801 à signer un concordat, après toutes les tensions qui se sont déployées, surtout dans la phase révolutionnaire de la Révolution. Quand je parle de la phase révolutionnaire de la Révolution, je veux parler évidemment de 1793 et pas du tout de 1789, ce qui n'a rien à voir, bien entendu. Et ce concordat de 1801 donc, organise des relations apaisées entre, d'une part, l'État et d'autre part, les trois confessions, enfin les quatre confessions en réalité, les trois confessions, pardon, qui sont présentes sur le territoire de la France à cette époque-là, c'est-à-dire le culte catholique, le culte protestant luthérien et le culte protestant réformé. Et donc ce concordat fonde une façon d'apaiser et de mettre en œuvre la liberté religieuse, qui va d'ailleurs non pas être pérennisée sur la totalité du territoire, puisqu'il y aura ensuite la loi de 1905, mais qui sera pérennisée en Alsace-Moselle. Il est très important de noter que lorsque les Allemands s'emparent de l'Alsace-Moselle en 1870-1871, ils n'appliquent pas les lois du Reich allemand, mais ils laissent, en matière religieuse, pardon, même s'ils l'appliquent dans d'autres domaines, en matière religieuse, ils laissent la règle du concordat de 1801 en Alsace-Moselle. Et puis, au fil des années, la France réalise qu'il y a quand même une autre religion présente sur son territoire, c'est la religion israélite. Et pour cette religion israélite, l'idée de cette France est de trouver une solution concordataire, et ceci est assez difficile dans la mesure où il faut se rappeler que ce culte israélite est très diversifié, puisqu'il est issu de diasporas différentes, et donc on ne peut pas le qualifier d'unifié, loin de là. Et donc dans ce contexte, le pouvoir parisien, et en l'espèce donc Napoléon, puisque nous sommes sous le Premier Empire, décide d'organiser une assemblée des Juifs de France pour discuter comment parvenir à une solution concordataire. Dans ce dessin, donc, il est décidé que les Juifs seront représentés de façon territoriale. Donc, nous avons 111 députés
de 100 circonscriptions territoriales qui correspondent en fait aux départements, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les départements français d'Italie, puisqu'à cette époque-là, l'Empire français s'étend jusque dans l'Italie actuelle, et donc vont être réunis à Paris en 1806, 111 députés juifs. Alors ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est le lieu de la réunion de ces 111 députés pour essayer de discuter d'un arrangement. Figurez-vous que c'est dans une chapelle qui s'appelle la chapelle Saint-Jean, qui a disparu aujourd'hui, mais vous voyez que c'est tout à fait assez étonnant. Et donc, l'État, de son côté, considère que l'apaisement des relations avec l'ensemble des personnes qui habitent sur le territoire suppose que cette assemblée représentative des Juifs de France réponde à 12 questions qui sont mises à l'ordre du jour de cette réunion. Je vous lis les 12 questions parce que vous verrez que nous sommes donc en 1806, mais il y a des thèmes qui restent, qui méritent toujours notre réflexion. Premièrement, est-il licite aux Juifs d'épouser plusieurs femmes? Deuxièmement, le divorce est-il permis par la religion juive? Sachant qu'à l'époque, le divorce est interdit dans le Code civil français. Troisièmement, une juive peut-elle se marier avec un chrétien et une chrétienne avec un juif? Quatrièmement, aux yeux des Juifs, les Français sont-ils leurs frères ou sont-ils des étrangers? Cinquièmement, dans l'un et l'autre cas, quels sont les rapports que leur loi leur présente avec les Français qui ne sont pas de leur religion? Sixièmement, les Juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français, regardent-ils la France comme leur patrie? Ont-ils l'obligation de la défendre? Sont-ils obligés d'obéir aux lois et de suivre les dispositions du Code civil? Septièmement, qui nomme les rabbins? Huitièmement, quelle juridiction de police exercent les rabbins parmi les Juifs? Quelle police judiciaire? Neuvièmement, ces formes d'élection, cette juridiction de police judiciaire, sont-elles voulues par leur loi ou simplement consacrées par l'usage? Dixièmement, est-il des professions que la loi leur défend? Onzièmement, la loi des Juifs leur défend-elle de faire l'usure à leurs frères? Oui, parce qu'on est dans une ambiance où, compte tenu du contexte de l'époque que vous connaissez bien, les Juifs participent de façon assez importante au prêt d'argent, ce qui soulève beaucoup de débats. Et enfin, douzièmement, leur défend-elle, donc la loi des Juifs, leur défend-elle ou leur permet-elle de faire l'usure aux étrangers? Donc nos 111 députés vont discuter sur ces questions pendant un certain nombre de mois, qui vont s'étaler donc jusqu'en 1807, et vont être amenés à apporter des réponses qui ne sont pas simples, comme je vous l'ai dit, parce que ces 111 députés viennent de régions différentes, avec parfois des particularités qui leur sont propres. Et finalement, les conclusions de cette réunion vont déboucher sur des décrets du 18 mars 1808, qui vont donc étendre le concordat de 1801, je simplifie un petit peu, au culte israélite, qui va donc s'ajouter aux 3 cultes que j'évoquais tout à l'heure. Alors certes, l'histoire ne se répète pas. 2015 n'est ni 1801, ni 1808. Il me semble quand même que ces enseignements de l'histoire sont instructifs. C'est-à-dire que parvenir à la concorde sociale, ça suppose nécessairement de clarifier les relations entre l'État et les différents cultes. Bien sûr, on peut penser que parvenir à un concordat avec l'islam en France est difficile, compte tenu de la diversité des représentants de l'islam, mais en même temps, vous voyez, j'insiste, que c'était absolument le cas du culte israélite au début du 19e siècle, et donc que le fait que l'islam en France soit à multiples visages ne doit pas être considéré comme un obstacle pour aller vers cet objectif qui me paraît indispensable pour construire une société apaisée
où règne la liberté religieuse. Merci.